يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour les pros de l'écho. Je suis très ravi de vous retrouver. Il s'agit d'une véritable croisade économique lancée par les États-Unis et leur président Donald Trump. Les rebondissements s'enchaînent dans l'affaire des droits de douane. Les experts n'hésitent plus à parler de guerre commerciale. Elle opposerait Washington à Pékin, mais la stabilité économique de la planète semble désormais reposer sur ce rapport de force exacerbé par les annonces anticonformistes de Trump qui annihilent en quelque sorte l'action des organisations internationales régissant le commerce international. Est-ce du protectionnisme ou bien de la stratégie? Est-ce du machiavélisme ou simplement du business? Assiste-t-on à l'effondrement de l'ordre mondialisé libéral et quels seront les risques systémiques d'une telle politique? Comme chaque semaine, vous le savez désormais, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Sans plus tarder, je vais m'empresser de vous présenter nos invités pour ce soir, à commencer par vous, Idil Sassi, consultant de l'émission Expert international en économie et finance. Bonsoir, merci d'être avec nous une nouvelle fois. Bonsoir Kherdine, et toujours un plaisir. À vos côtés se tient Monsaf Bouderba, expert en commerce international. Bonsoir Monsieur Bouderba, merci également d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et depuis Koweït City, capitale du Koweït, nous rejoint Layel Mansour, docteur en macroéconomie, experte de dollarisation. Bonsoir, docteur Mansour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous, bonsoir aux invités et à tous les spectateurs. Nous aurons dans un moment également, nous serons rejoints par Chanui Zhang, journaliste à la CGTN français, qui nous rejoindra depuis Pékin. Messieurs, sans plus tarder, commençons ce débat avec une question générale. Est-ce que le monde est entré en guerre commerciale d'après vous, depuis l'annonce de cette nouvelle politique américaine en matière de droits de douane? Les choses s'accélèrent. Donc, moi, il n'y a pas d'effet de surprise pour moi, c'était prévisible. C'est-à-dire la confrontation entre une Amérique en déclin. Donc, il ne faut pas oublier que durant la campagne électorale, durant le discours d'investiture de Donald Trump, il avait parlé de déclin de l'Amérique. D'ailleurs, beaucoup d'observateurs avaient un petit peu critiqué cette façon de dire. Et contrairement au dernier discours, il parlait d'une Amérique grande, donc pour rattraper cette reconnaissance qui est du déclin de l'Amérique, donc par rapport à l'Asie et surtout à la Chine. Parce que quand on parle de l'Asie, il y a l'Inde, la Chine et la Russie, un petit peu l'Iran. Donc c'est la Chine en premier, tête de pont, qui est suivie par l'Inde aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est une accélération inattendue en effet, mais je dirais que l'indice était durant Biden et même après. Donc maintenant, il y a un radicalisme qui s'exprime de façon un petit peu débridée, qui est choquant peut-être. Voilà. Mais sur le fond, je pense que les choses sont stratégiques et réfléchies. On va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. On va voir si Monsaf Bouderba d'abord est d'accord avec vous. Est-ce qu'on est entré, Monsaf Bouderba, tout simplement en guerre commerciale depuis l'annonce de cette nouvelle politique économique commerciale américaine par Donald Trump? Bien, tout d'abord, il y a plusieurs séquences dans ce commerce international. Effectivement, c'est une guerre commerciale qui s'est installée depuis maintenant une vingtaine d'années. Déjà, le premier mandat de M. Trump, et il avait commencé un petit peu à serrer la vis, si on peut utiliser le terme. Écoutez, ce qui est nouveau, c'est que Trump est en train de faire monter un petit peu la pression, la température. Je pense que c'est une technique de négociation. Il ne faut pas oublier que M. Trump est un grand businessman. Donc il est habitué à la négociation des accords, particulièrement les accords commerciaux. Je pense qu'il utilise cette technique au niveau national, c'est-à-dire pour défendre l'économie américaine en général. Et je pense que c'est une chose à laquelle il va falloir être très attentif
pour voir comment vont réagir les partenaires des États-Unis. Ouais. Pour ce qui est de la Chine, laissez-moi vous dire que c'est un grand partenaire des États-Unis sur le plan du commerce international. L'engagement financier aussi de la Chine est très important, puisque la Chine est le premier poste, disons, de rachat de la dette américaine. Donc il y a effectivement, disons, une mise à niveau de tout ça. Trump veut donc redémarrer son deuxième mandat sur une renégociation de tout ce qui est, disons, difficulté pour les entreprises américaines, comme l'a souligné notre ami Idir, pour pouvoir, n'est-ce pas, équilibrer sa balance commerciale et retrouver un petit peu le contrôle aussi pour donner un peu de puissance et de force au dollar. Ouais. Parce qu'il y a actuellement une guerre contre le dollar, la dédollarisation, elle est en marche. Donc c'est un moment, disons, c'est une pause dans le conflit commercial international pour effectivement remettre en cause cette tendance, comme l'a souligné M. Idir, de sortir, n'est-ce pas, le dollar du commerce international avec le yuan et surtout l'euro, qui sont actuellement utilisés pour affaiblir la position des États-Unis. Merci Bonsef Bouderba, même si je ne suis pas sûr que tous les experts partagent cette notion de diplomatie, justement, économique qu'avance Donald Trump. Ce serait peut-être plutôt, pour l'instant, une contre-diplomatie américaine, vu le temps utilisé souvent. Oui, parce que ça fait aller longtemps. jusqu'à la menace ou. Non, voilà. ça fait longtemps que les États-Unis ont abandonné, enfin ce que Trump reproche à l'ex-administration démocrate de Biden, c'est un abandon de la souveraineté des intérêts américains dans le monde. Donc c'est vrai que nous, on ressent ça comme un retour en force. C'est un peu l'effet, ce qu'on appelle l'éléphant dans un magasin de porcelaine. Mais pour eux, c'est obligatoire et c'est nécessaire parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a été élu avec une majorité importante. Et donc il y a le nationalisme américain qui est en train de revenir un petit peu comme en Europe d'ailleurs. Les gens sont en train de se renfermer sur eux-mêmes, se recroqueviller sur eux-mêmes. Et c'est vrai que la négociation internationale, bilatérale et même multilatérale devient de plus en plus difficile, n'est-ce pas, à mettre en place et à se faire respecter. Très bien. Donc voilà, donc je pense que Trump a compris les enjeux, il connaît très très bien les marges de manœuvre qui existent dans ce domaine, puisque lui-même a participé à un certain nombre de grandes négociations pour son entreprise. Il a fait un redéploiement de l'industrie américaine comme objectif. Attendons pour voir. Très bien, très bien. Attendons pour voir. N'anticipons pas les choses, parce qu'il y a d'autres questions dans ce sens qui arriveront au cours de l'émission. Docteur Mansour, même question qu'à vos deux collègues du soir. Sommes-nous entrés en guerre commerciale internationale, je tiens à le préciser, depuis l'annonce de cette nouvelle politique tarifs de douane de la part de Donald Trump? Quand il y a une tension entre deux pays comme les États-Unis et la Chine, ce sont des grandes puissances économiques qui partagent presque 40% du PIB international. Donc, on ne peut pas dire que c'est un conflit ou bien des droits douaniers entre deux pays, mais c'est vraiment mondial. Donc oui, nous pouvons s'attendre, nous pouvons dire qu'il y a une guerre mondiale parce que deux pays représentent presque la moitié de ce monde et ils sont très interconnectés avec l'autre bout du monde, avec l'Europe, les pays asiatiques et le Moyen-Orient et même Afrique. Donc oui, tout ce qui va se passer à la Chine et aux États-Unis a sûrement des conséquences, a sûrement des réponses négatives, quoique un peu moins positives pour certains, mais ça va déclencher, oui, c'est une guerre mondiale, c'est une guerre de commerce international à ce niveau-là. Ce qui est un peu, moi je trouve intéressant peut-être, c'est que d'habitude, quand il y a un nouveau président ou bien un nouveau parlement par exemple, on cherche toujours à avoir la confiance internationale, c'est-à-dire une confiance des autres pays. Alors que Trump, il cherche la confiance de son pays et non pas l'international, parce qu'il sait que son pays, c'est le monde entier. Donc, dans son dernier discours qu'il a fait le jour de la libéralisation, il y a quelques jours, bien qu'il soit économiste d'excellence et un businessman, il a parlé avec beaucoup d'émotion et il a sensibilisé son peuple.
mon peuple au début, je cherche le bien à mon pays, à ma population, je veux sauver le problème de l'emploi, du chômage, du trafic, tout ça. Donc, il a beaucoup parlé avec d'émotions et des sentiments et un peu moins en ce qui Ce qu'on appelle, concerne docteur Mansour, peut-être du populisme. Il y a un terme qui existe pour qualifier cela. c'était un peu moins diplomatique Ouais. en fait, un peu moins diplomatique, un peu moins aussi, voilà, même scientifique, parce qu'il a osé dire que je n'y crois plus en théorie économique concernant le libre-échange qui datait depuis des dizaines d'années. Donc, c'est vraiment le terme qui Ouais. gagnait dans son discours. Merci, docteur Mansour. Pour rester sur cet aspect de guerre commerciale, alors la Banque mondiale, messieurs, a estimé en 2019 déjà, donc il y a 6 ans de cela, qu'une guerre commerciale généralisée réduirait le PIB mondial de 1,9%. Quels pourraient être justement les autres risques systémiques sur l'économie mondiale, hormis un éventuel peut-être découplage des principaux blocs économiques, le rétrécissement des chaînes de valeur ou encore un nouveau choc énergétique? Alors, il y a plusieurs facteurs qu'on peut effectivement considérer par rapport à un choc, un scénario worst case, un scénario terrible, catastrophique. Nous avons vu, la dernière fois ici dans ce plateau, on avait parlé qu'il fallait observer la réaction des flux financiers, des investisseurs. Parce que Trump, quand il a dû fléchir une position, il regarde toujours la bourse. D'accord ? Donc il y a l'aspect économique, le réel, mais Trump, peut-être, et son administration sous-estiment le poids de la finance qui est complètement internationalisée et qui a un grand pouvoir d'influence sur l'économie mondiale. Ouais. Donc il faut toujours garder... toujours. Exactement, voilà. Donc garder toujours un œil sur les flux financiers. Et donc il a avancé, et puis pour dire est-ce que c'était populiste avec son peuple à l'extérieur, en fait, lui, il a toujours essayé de rassurer les marchés en tenant que nous allons gagner, que nous allons faire, en se rassurant lui-même, entre parenthèses. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait voir si le cas est vraiment complètement dégénéré, ça veut dire s'il y a une situation catastrophique? Je pense, à mon avis, certainement qu'il va y avoir des crashs boursiers, il va y avoir des catastrophes de pertes financières importantes. Sur un autre volet, et sur un terme qui serait moyen, il y aurait peut-être des phénomènes de concentration. C'est-à-dire, parce que là, nous avons du protectionnisme, ça veut dire que les gens... Nous avons vécu une catastrophe de santé. Justement. Et tout le monde a pensé à produire ses propres médicaments, quel que soit le prix. Donc, s'il y a des perturbations ingérables à l'international, il va y avoir des phénomènes de concentration, c'est-à-dire que les gens vont chercher à produire chez eux. Il y a un impact négatif, c'est que le commerce interne... Il y a un phénomène déjà de relocalisation qui est annoncé par les experts. Exactement, c'est une tendance, au moins depuis 2019. Et puis, encore une fois, Trump, en faisant de cette façon qui est radicale et même un peu inacceptable, vu les termes qu'il a utilisés, il provoque la négociation. Ça veut dire que les États en face, ils ont déjà pris des mesures protectionnistes. Donc lui, il y va pour provoquer la négociation. Maintenant, il a fait un pas en arrière, puisqu'il y a des conséquences boursières, comme on vient de dire, en donnant 3 mois à tout le monde et en se concentrant pour le franc chinois. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec le franc chinois ? Ça serait très intéressant de voir la suite. Justement, on va en parler après avoir écouté la réponse de Monsef Bouderba sur... le type de, justement, dysfonctionnement systémique sur l'économie mondiale qui pourrait, ou que pourrait engendrer cette situation. Bien, il y a eu déjà des crashs boursiers. Il y a eu les subprimes aussi. On a vécu un certain nombre de dysfonctionnements financiers mondiaux. Alors, on a eu déjà une première conséquence, je tiens à le rappeler, dès hier, c'est la chute du prix du Brent d'environ $10. Bah, écoutez, c'est la première conséquence systémique sur le baril. Oui, c'est clair qu'il y a une prise de contrôle sur l'énergie. Il sait pertinemment, Trump, que la Chine a mis le paquet là-dessus.
puisque les Chinois sont aux aguets en ce qui concerne, disons, non seulement les hydrocarbures, mais aussi les terres rares, ce qu'on appelle les terres rares. Donc il sait pertinemment que la Chine est engagée dans une course contre la montre pour se saisir de toutes ces richesses qui existent dans le monde entier, et en particulier en Asie et en Afrique, qui sont des territoires qui offrent de grandes réserves de ce genre de choses. Les Américains se réveillent. C'est vrai que le réveil est un peu douloureux pour ceux qui se sont habitués à... Rappelant que justement pour rester sur C'est ça, à se mettre un peu en retrait. Moi, je considère que, personnellement, laissez-moi vous dire que c'est un grand négociateur, un grand businessman, et il a le sens, disons, de ce qu'on appelle la réussite de la négociation, c'est-à-dire il sait pertinemment que quand un bon business est bien fait, il faut que les deux partenaires soient gagnants. Donc, il le sait. Pour l'instant, Donald Trump ne négocie avec personne. Pour l'instant, Donald Trump dit que je veux m'accaparer du Canada, du Groenland et des richesses du sol de l'Ukraine. Oui, c'est un appel du pied à la négociation un peu... C'est vrai que c'est inhabituel pour nous, mais c'est un langage aussi qui n'est pas très diplomatique. Mais moi, je suis persuadé que c'est un homme très pragmatique. Attention. Je un petit peu les gens sur la question des risques potentiels systémiques sur l'économie mondiale. Mis à part voilà, l'effet rapide sur l'énergie. Les risques existent. Je reformule ma question. Est-ce que cela pourrait nous emmener droit vers une nouvelle récession? Les risques d'une récession sont toujours d'actualité quand il s'agit de redistribution des cartes et des enjeux. C'est-à-dire que quand il y a un ordre qui est établi et que quelqu'un vient perturber cet ordre établi, il est vrai que les conséquences collatérales immédiates, à moyen et à court terme, parfois laissent les gens sceptiques. Et je vous rejoins là-dessus. Ça veut dire que le risque est permanent, le risque est plus gros maintenant, et les enjeux, parce que les enjeux sont un peu plus clair pour les Américains. Même si, bien entendu, d'autres parties sont concernées par ce qui se passe. Bien sûr. Il n'y a pas que la Chine. Madame Dr Mansour, pardon, j'aimerais également avoir votre avis d'économiste sur cet ensemble de risques potentiels systémiques que pourrait engendrer cette situation à court terme déjà. Oui, à court terme, on pense qu'il n'y aurait pas vraiment une récession. Ce n'est pas une récession, mais c'est un ralentissement de la croissance. Parce que ici, c'est pas vraiment un choc externe qui vient, ou bien un choc structurel économique, mais c'est vraiment des tensions au niveau échange international où certains pays peuvent distribuer, en fait, ou bien substituer les partenaires commerciaux. Je voudrais confirmer ce que les invités ont dit, quelque chose qui est très... Vous-même, vous avez dit qu'il n'y a pas de négociation vraiment Trump avec les autres pays, mais la non-négociation est en elle-même une négociation parce qu'il y a un rapport de force asymétrique. Voilà. Trump, il sait qu'il est plus fort et en utilisant et en montrant cette force, il est en quelque sorte, et il montre qu'il souhaiterait en fait négocier. Parce que quand on voit en fait, le rapport, ou bien quand on voit le discours qui est entre la Chine et les États-Unis en disant 80%, ensuite en disant 120% et 125%, on dirait que ce sont deux enfants qui jouent au niveau international. Voilà. Mais en fait, c'est une façon de négocier, c'est une façon d'inviter l'autre à la négociation. Il faut savoir que c'est vrai. On a l'impression qu'entre les États-Unis et les pays, il y a toujours un déficit commercial pour les États-Unis. Mais ça, c'est en chiffres. Mais si on regarde en pourcentage les exportations par rapport à totale exportation, il faut savoir que c'est les autres pays qui vont perdre. Quand la Chine exporte aux États-Unis presque 14,5% par rapport à totale exportation, mais les États-Unis exportent à la Chine 4% seulement ou 4,5% seulement. Même, vous avez tout à l'heure parlé un peu du Canada. Canada exporte aux États-Unis 76% par rapport à son totale exportation. Comment est-ce que Canada pourrait substituer les États-Unis? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et au niveau international, à court terme, il y a des chocs, oui, on a vu dans le marché financier, parce que il y a un dicton qui dit que les marchés financiers n'aiment ni les surprises, ni les conflits. Et là, nous avons les deux. Nous avons des surprises et des conflits. Donc, bien sûr que
dans un monde d'incertitude, la réponse à ça, c'est toujours une volatilité dans les bourses internationales. Il y a des flux qui changent des pays émergents vers les pays plus sûrs, des actifs vers des bons de trésor. Ça, c'est normal à court terme. Mais je pense qu'à long terme, les choses vont un peu plus se redresser et on n'ira pas vers une récession, mais plutôt vers un ralentissement de la croissance. Merci, docteur Mansour. Donc, en quelque sorte, Donald Trump est en train d'affirmer sa position de force avant d'inviter ses partenaires à la négociation. C'est ce qui ressort de vos analyses, en somme, messieurs. La nouvelle donne, car il y a une nouvelle donne, justement, vous l'avez dit, Idil Sassi, les choses s'accélèrent. C'est que le président Trump a annoncé hier un moratoire de 90 jours, une pause, pour ainsi dire, pour les droits de douane supérieurs à 10%, sauf pour la Chine, qui passe désormais à 125%, après avoir à son tour riposté avec des droits de douane à hauteur de 84%. Est-ce que les intentions de Washington sont désormais plus claires, avec une approche indirecte et moins frontale, mais avec la même cible toujours, Pékin? Je vous propose de suivre, mesdames et messieurs, ce sujet signé Mohamed Wali Ben Sha'ban avant de revenir au débat. Le président américain Donald Trump a annoncé une trêve tarifaire de 90 jours pour la plupart des nations. Cette pause ne concerne pas la Chine. Un tarif de 125% serait désormais appliqué sur une large gamme de produits chinois. Le secrétaire au Trésor américain explique la stratégie de Washington. Nous avons commencé par une pause de 90 jours et nous verrons ce qui se passera si d'autres pays se manifestent. Mais nous avons une réunion avec le Vietnam aujourd'hui et nous avons l'un des plus gros déficits commerciaux avec ce pays, donc j'espère que les choses évolueront dans la bonne direction. La Chine a exprimé une vive protestation contre la politique tarifaire américaine. Les États-Unis, par intérêt personnel, ont utilisé les droits de douane comme arme pour exercer une pression maximale et rechercher des avantages égoïstes. Cela porte gravement atteinte aux droits et intérêts légitimes de tous les pays, viole les règles de l'OMC et porte atteinte au système commercial multilatéral fondé sur des règles internationales. Les Britanniques, quant à eux, ont salué la décision de Trump de suspendre en grande partie ces vastes droits de douane mondiaux, tout en avertissant que le défi n'était pas disparu. Je suis ravi de constater les changements concernant les droits de douane, mais le défi est toujours là et je ne pense pas que ce soit une phase passagère. Je pense que nous vivons dans un monde en mutation. La communauté internationale suit de près l'évolution de cette guerre commerciale qui semble loin d'être terminée. La Chine, tout en annonçant des mesures de réciprocité, se trouve dans une position délicate, tandis que les États-Unis continuent de faire pression pour des concessions économiques et commerciales. C'était donc un sujet signé Mohamed Wali Ben Sha'ban sur cette nouvelle pause décidée par le président américain Donald Trump en ce qui concerne l'entrée en vigueur des droits de douane américains supérieurs à 10%. Idil Sassi, quelle analyse faire de ce nouveau rebondissement 24 heures, moins de 24 heures après l'entrée en vigueur justement des nouveaux tarifs douaniers américains? Alors, il a décidé de donner un moratoire, effectivement, parce que pour lui, il dit que j'ai beaucoup de demandes de négociation, qu'il a reçu beaucoup d'appels, etc. Je glisse une autre question avant de vous laisser terminer. Est-ce que c'était prévu, d'après vous? À l'avance, je veux dire. Non. Non. À mon avis, en fait, comme disait tout à l'heure M. Mansour, Trump s'est entouré de personnes très, très intelligentes, qualifiées, Elon Musk, etc. Donc c'est des gens qui sont, on ne peut pas leur reprocher de ne pas savoir ce qu'ils font. Non. Maintenant, est-ce que les actions qu'on voit au jour le jour, elles sont coordonnées avec toute l'équipe Trump? J'en doute. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, après, c'est difficile de deviner, mais c'est avancé à tâtons, c'est ce qu'on est en train de voir. Maintenant, ce repli, ce recul, il a très certainement été conseillé parce que je disais tout à l'heure qu'il y a les marchés, lui peut-être qu'il a omis que
l'économie mondiale actuellement, les marchés sont très importants, les flux financiers encore une fois, donc il ne peut pas continuer comme ça, sinon ça sera la récession, hein, ça sera la catastrophe. Idel Sassi, merci. Avant de passer à Monsieur Wonderba, je vous propose, mesdames et messieurs, de marquer une courte pause avant de revenir à ce débat passionnant des pros de l'écho. De retour sur le plateau des pros de l'écho, mesdames, messieurs. Si vous venez de nous rejoindre, nous parlons avec nos experts ce soir des tarifs douaniers américains et de leurs conséquences sur l'économie mondiale avec cette guerre commerciale dont parlent beaucoup d'experts en ce moment, qui s'annonce entre Washington et Pékin, justement, et dès l'annonce de la suspension temporaire des droits de douane américains par le président américain Donald Trump, les bourses ont repris du poil de la bête aujourd'hui. Est-il prudent pour une économie mondiale encore convalescente de mettre la finance une nouvelle fois sous pression? Écoutons l'avis des traders avant de revenir au débat. We've seen a furious rally. I didn't expect this to be Nous avons assisté à une forte hausse. Je ne m'attendais pas à une telle semaine. Le DAX était en baisse de 10% et il est maintenant en hausse de 8%. Je n'ai donc jamais rien vu de tel auparavant. Tout est dirigé par Donald Trump, donc chaque mot qu'il prononcera désormais pourrait avoir des conséquences similaires sur les marchés, car nous ignorons quelles sont réellement ses exigences envers l'Union européenne, le Japon et les autres pays. La question reste donc ouverte, mais pour l'instant, les craintes de récession s'estompent. Le spectre de la récession quitte les salles de marché, c'est donc une bonne nouvelle. Oui, il est temps pour nous d'aller prendre la température du côté de la Chine et de rejoindre Pékin avec vous, Shanhui Zhang, journaliste chroniqueuse à la CGTN. Bonsoir. Comment expliquer selon vous la position chinoise? Pékin qui a riposté hier avec cette annonce de mesures réciproques. Comment comprendre ou comment expliquer, comment percevoir cette position chinoise à moins, tout simplement, à 24 heures avant que les États-Unis ne ripostent avec cette annonce de 125% de droits de douane à destination de la Chine? Si les États-Unis persistent, la Chine se défendra jusqu'au bout. Voici le message très ferme de la Chine pour se défendre, non seulement en fait pour défendre ses intérêts nationaux, mais aussi l'ordre mondial. Il faut un ordre. Et aujourd'hui, concernant l'annonce des États-Unis d'une augmentation de 125% des droits de douane sur les produits chinois, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré aujourd'hui, lors de la conférence, que les États-Unis plaçaient leurs intérêts au-dessus de ceux de la communauté internationale en sacrifiant les droits légitimes des autres pays pour servir de leur hégémonie. Les États-Unis se heurtent aujourd'hui à une opposition mondiale encore plus ferme. En effet, 125% pour taxer les produits d'un pays, ça ne veut rien dire, c'est complètement absurde. On se rappelle encore que le 8 avril, les États-Unis ont augmenté de 50 points leurs droits de douane sur les produits chinois, passant de 34% à 84%. À ce moment-là, qu'est-ce qu'a fait la Chine? La Chine a riposté, d'abord par porter plainte à l'OMC contre ces mesures, jugées hégémoniques et abusives, et puis elle aussi, de son côté, augmenté symétriquement les droits de douane des importations américaines de 34% de plus à 84% dès le 10 avril, et aussi les sanctions ciblées pour quelques entreprises américaines. Pour justifier ces positions, hier, le Bureau d'information au Conseil des affaires d'État chinois a publié un livre blanc. Là-dedans, il a déclaré sa position sur les relations commerciales avec les États-Unis. D'ailleurs, ce document est à la fois analytique et très ferme, répond aux accusations infondées de Washington, tout en proposant une voie équilibre pour l'avenir. Shanhui Zhang, une deuxième question avant de nous quitter. Quelles sont, selon vous, les alternatives économiques envisagées par Pékin? Il y a deux scénarios que nous pouvons envisager. Soit les États-Unis, qui ont provoqué cette guerre contre le monde entier, invitent respectueusement la Chine à un dialogue,
et la situation va peut-être s'améliorer. N'oublions pas que la Chine a toujours prôné le dialogue et en même temps, elle se défendra jusqu'au bout de ses propres intérêts. Et deuxième possibilité, c'est que si les États-Unis continuent à mener ces politiques abusives, qu'est-ce qui va se passer? Il va peut-être avoir un décrochage de l'économie américaine et l'économie chinoise. Les 125% imposés par les États-Unis envers la Chine, c'est complètement absurde. Ça dépasse complètement la logique économique. Et donc, s'il va y avoir un décrochage des deux côtés, il va peut-être y avoir aussi des formations, des boucles régionales dans des domaines tels que les semi-conducteurs ou encore les domaines de la haute technologie, le domaine des véhicules à énergie nouvelle. Et les entreprises américaines qui sont contraintes d'ajuster leur chaîne d'approvisionnement, eh bien, ils verront leurs coûts augmenter et cela va affaiblir gravement leur compétitivité à l'échelle mondiale. Et du côté de la Chine mènera toujours son propre chemin vers ses pays partenaires, tout en stimulant sa consommation, tout en faisant agrandir son marché intérieur pour que tout le monde puisse venir, tous les pays, que vous soyez un pays européen, un pays africain, un pays du Moyen-Orient, un pays de l'Amérique du Sud, que tous les pays puissent venir en Chine et profiter de la croissance du marché chinois. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'économie mondiale a besoin d'un marché consommateur. Et la Chine pourrait, dans le futur, dans un très proche avenir, une très belle option pour le monde entier. Donc voilà, c'est comme ça que j'envisage la suite de cet événement. Merci Chanui Zhang pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes chroniqueuse et journaliste à la CGTN français. Vous étiez avec nous depuis Pékin. Messieurs, un mot sur la réaction chinoise. Pékin a annoncé hier une riposte de 84% avant une riposte de la riposte, justement, de 125% de la part des Américains. C'est déstabilisant, honnêtement. On a vu, on espérait de la retenue du côté chinois parce qu'on a vu depuis longtemps que les Chinois ont toujours usé de retenue, de réflexion, donc il n'y a pas de décision hâtive comme ça. Maintenant, c'est la loi du talion un petit peu, dent pour dent, œil pour œil, et c'est très inquiétant pour l'économie mondiale. Donc, l'une des parties devrait, à mon avis, faire user de retenue. Maintenant, la suite, après 124%, je pense que c'est la limite et qu'il devrait aller vers des discussions sérieuses, quoi. Monsaf Bouderba, un conseiller du président Trump, justement, lui demandait hier d'aller jusqu'à 500% de droits de douane vis-à-vis de Pékin. Est-ce que cette politique, au fond, peut-elle rester ou être réaliste à moyen long terme? Non, je ne pense pas. Je pense que la nouveauté dans tout ça, c'est que les États-Unis, aujourd'hui, se comportent d'une manière provocatrice, même avec leurs alliés. Disons classiques, le Japon, l'Union européenne, l'Angleterre, Canada. Ouais. Donc, il n'y a pas de différence de traitement au niveau de l'approche globale. Comment est cerné le problème du déficit commercial, ça c'est très important. Le deuxième problème qui se pose, c'est que, bon, en même temps, c'est un marché, la Chine, attention. Oui. Donc les Américains sont très conscients que... C'est un marché, c'est également une usine, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Une usine du monde. C'est une usine, mais maintenant, attention, il y a des petits pays qui se réveillent, comme le Vietnam, Sri Lanka, tout ça, qui sont en train de progresser, y compris le Bangladesh, le Pakistan, qui essaient de lorgner quelques positions sur le marché chinois. Mais vous savez, disons, c'est un peu la nouveauté de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de distinguo dans cette affaire. Donc je pense qu'il va y avoir une décantation, nous le souhaitons nous, parce que c'est vrai qu'il y a la surenchère, disons, fait apparaître les insuffisances, ou est-ce qu'il y a un dysfonctionnement pour les uns et pour les autres. Attention, hein, tout le monde est logé à la même enseigne, mais à un certain moment, je pense qu'il va y avoir un break-even, c'est-à-dire que les gens vont se mettre autour d'une table et vont trouver un accord global sur le commerce international, parce que aujourd'hui, il y a une donne, c'est que tout le monde est interconnecté par la technologie. Donc vous avez souligné que un des conseiller de Trump avait demandé à 500% de droits et taxes, mais tout le staff, à 90% du staff de Trump, c'est des gens qui sont dans le high-tech.
qui sont autour de lui, qui décident de tout ça, dont leurs usines sont aussi en Chine. Donc il y a une interconnexion qui va nous permettre d'avoir un bon espoir, d'un dénouement, disons, fair play pour tout le monde. Je pense que c'est un petit peu les règles du jeu. Ouais. Nous souhaitons de tout cœur, parce que nous, l'Algérie, nous avons besoin de rentrer dans ce commerce international et d'essayer d'avoir une place. C'est pas facile. Mais je pense que la chandelle est là. On vaut la peine, oui. Oui, on vaut la peine, il faut y aller. Maintenant, c'est vrai que c'est plus facile de rentrer dans un rapport de force, dans un climat apaisé, que dans un climat tendu. Avec de la tension, surtout entre les grandes puissances. Là, on devrait souligner tout ça pour en tirer le maximum de leçons. Très bien, on va revenir sur le cas algérien peut-être en fin d'émission. Oui. Docteur Mansour, parlons un peu de monnaie également, qui est en jeu dans cette situation, un peu qui a du mal à se décompter. Alors, la Banque centrale chinoise a demandé aux principales banques publiques de réduire leurs achats de dollars américains. Est-ce que cette histoire peut relancer le mouvement vers la dédollarisation de l'économie mondiale selon vous, ou est-ce exagéré d'aller jusque-là? En fait, ce qui s'est passé aujourd'hui, quand la Banque centrale de la Chine a demandé aux banques de réduire les achats en dollars, il ne s'agit pas d'une politique structurelle de dédollarisation. Ce n'est pas une politique stratégique à long terme qui vise à échanger le dollar par une autre devise, comme c'était le cas avec la Russie, par exemple, ou bien comme c'est le cas de certains pays qui veulent échanger avec de l'or au lieu que ce soit avec du dollar. Non, ce n'est pas le cas. Tout simplement, c'est une intervention de la Banque centrale afin pour sauver le yuan. Il faut savoir que bien que la Banque centrale de la Chine, elle annonce officiellement de jure que c'est géré elle gère un taux de change, un régime de taux de change flottant. En réalité, de facto, en pratique, le taux de change de la Chine n'est pas flottant, mais il est PEG, c'est-à-dire qu'il y a toujours de l'intervention de la Banque centrale qui vise à acheter et vendre des dollars afin de stabiliser le yuan. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des investisseurs, des banques, des entreprises qui vendent le yuan pour acheter des dollars, ce qui va déprécier plus en plus le yuan. Donc, alors, la Banque centrale, elle demande de ne plus encourager ces ventes de yuan et de ne plus octroyer ou donner du dollar parce que la Chine ne veut pas avoir encore plus de dépréciation de yuan. Madame Docteur Mansour, je reste avec vous. Est-ce que, en contrepartie, ce mouvement commercial qui s'engage ne va pas peut-être détourner certains acteurs économiques du dollar au profit d'autres monnaies, peut-être dans le mouvement du commerce international? Oui, cet argument est toujours envisagé. On l'a entendu plusieurs fois. Il faut savoir que pendant les 10 dernières années, le taux de dollar en temps commerce international a baissé. Il était au-delà de 60%, il est maintenant à 49%, voire 40-50%. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une tendance parmi tous les pays au monde, d'essayer de substituer le dollar en tant que monnaie de force puissante par d'autres devises. Mais pas pour le moment. Je ne pense pas que ça va être très vite fait. Je ne pense pas que ça va être suite à cette guerre commerciale qui est entre les États-Unis et la Chine, mais c'est envisageable. Ça demande beaucoup de temps. C'est aussi à très, très, très long terme parce qu'il faut savoir que les États-Unis n'ont pas commencé hier. Ça ne date pas depuis 10 ans ou 20 ans. Les États-Unis ont une force non seulement économique, mais aussi force militaire et force de recherche et d'invention. Donc, il y a force à plusieurs niveaux. Donc, substituer immédiatement, c'est très difficile, mais la tendance, la tendance va vers à la baisse. Merci, docteur Mansour. Restez avec nous, bien entendu. Idriss Sassi, est-ce que, au fond, l'objectif des États-Unis, l'objectif réel, ne serait pas, en quelque sorte, de s'attaquer au taux de croissance de la Chine qui stagne à 5% et de porter peut-être un coup, entre guillemets, fatal à son économie? Oui, mais c'est un objectif dépassé. Pourquoi? Parce que la vision de Trump, elle est un peu étriquée au minimum, parce que le groupe qui accompagne Trump
commence aussi à montrer ses limites. Donc, Déjà. Exactement, ouais. Ils sont en train de remettre en cause un petit peu cette vision un peu radicale. Et on verra s'ils vont tenir 3 mois, donc par rapport à cette période de grâce qu'il a donnée. La stratégie de Trump actuelle, c'est la même que Biden, sauf que Biden la faisait de manière normale, diplomatique. Il y a de la concurrence, de la compétition. Il y a brutalité entre guillemets économiques. Il faisait les choses de façon... Et ça marchait plus ou moins. Les États-Unis ont misé sur l'Inde pour jouer un petit peu la balance avec la Chine. Faire le contrepoids avec la Chine. Exactement. La Chine et l'Inde sont membres des BRICS, mais ils se font la guerre quand même, au Tibet, etc. Donc ça reste quand même... Ils s'entendent sur des choses, mais ils ne sont pas très... donc il y a de la compétition. C'est des adversaires. Donc il y a des solutions autres que celles-là, surtout que la Chine montre un essoufflement. Depuis un moment, il y a une crise immobilière en Chine, il y a un problème de relance économique en Chine, une difficulté de maintenir des taux de croissance, une société chinoise qui devient moyenne et donc les coûts sont différents. Les Chinois qui commencent à délocaliser autour d'elle et même vers l'Afrique. Justement. Voilà. D'où leur vient cette résilience, notamment en matière de compétitivité, y compris chez les partenaires classiques des États-Unis, à savoir l'Europe. Au fait, la stratégie à long terme des États-Unis aurait dû aboutir à ce que la Chine resterait quand même derrière les États-Unis et ses alliés, on va dire, même s'ils vont gagner plus. Donc, parce qu'il y a l'Inde, parce qu'il y a l'essoufflement, parce qu'il y a tous ces facteurs. Mais ça prendrait du temps et ce n'est pas certain, bien évidemment. Trump, non, c'est tout de suite. Il faut régler cette issue. Exactement, il faut le régler tout de suite. Ça donnera quoi après? Il y aura le cas indien après. Donc, bref, c'est une stratégie qui a beaucoup de limites, qui risque de provoquer, comme je disais, des phénomènes de concentration, de retour de certaines industries. D'ailleurs, ce redressement boursier, à peu près, parce qu'il y a des sociétés qui ont réagi vite, comme dans les nouvelles technologies, qui ont pris des stocks rapidement de Chine, etc., pour tenir les 3 mois. Mais sur les 3 mois, ça va pas aller très loin. Donc un accord chinois-américain équilibré pour les uns et les autres, avec Trump qui fait sa propre lecture en se disant qu'il est lésé, qui va obtenir des concessions probablement, mais sans plus. Très bien, si je dois paraphraser, ça veut dire tant que je suis au bureau ovale, c'est les États-Unis en numéro 1, les autres derrière, y compris la Chine. C'est bien cela. Monsaf Bouderba, votre avis sur... Notre ami M. Idir, en fait, il y a un accord global pour un désaccord économique, si vous permettez. Ça veut dire que la Chine et les États-Unis aujourd'hui, leur commerce, quand même, c'est un cas de figure mondial, ce qui se passe entre les États-Unis. Et quand on rentre dans le comparatif du commerce international entre la Chine et les États-Unis, je pense qu'il n'y a pas d'autre flux aussi important, aussi interconnecté, et des deux côtés, une volonté d'investir, que ce soit en Chine ou aux États-Unis. Oui. Que ce soit des grands groupes chinois qui sont en train d'investir en Californie ou beaucoup d'entreprises américaines ont délocalisé en Chine il y a déjà une vingtaine d'années. Donc c'est un phénomène mondial qui est en train d'aujourd'hui se transformer. Nous, c'est vrai qu'à partir d'Alger, ça paraît un peu, disons, inquiétant pour notre économie, mais en fait, ça va nous pousser à nous diversifier nous-mêmes, à voir aussi le maximum de partenaires économiques pour préserver ce panier de devises. Parce que tout à l'heure, on a parlé de la dédollarisation, le remplacement par le yuan, etc. Je pense que l'Algérie a tout intérêt dans cette affaire à avoir le maximum d'une diversification de nos partenaires pour justement maintenir ces équilibres dans le panier de la devise. C'est très important de le souligner ce soir. Je pense que l'Algérie se dirige vers une diversification économique et commerciale intéressante. Je crois que tout ce qui est en train de se passer entre les géants va peut-être pour une fois servir, n'est-ce pas, les petites économies émergentes, comme le cas de notre pays, ou de ce qu'a dit tout à l'heure M. Idir, pour résumer les BRICS. Très bien. Une dernière question au docteur Mansour avant d'évoquer très rapidement le cas européen. Docteur Mansour, autre question en lien avec
La monnaie, nous parlons beaucoup de finances, mais peut-être on ignore un peu le mouvement où la nouvelle ruée vers l'or, valeur refuge relancée par ces tarifs douaniers. Après une baisse de 2%, l'or reprend 2%. Il y a une réelle ruée vers l'or en Asie. Comment expliquer tout cela? Est-ce que l'or pourrait sortir comme le grand gagnant de cette situation? Toujours dans des périodes d'incertitude, c'est toujours l'or qui sort gagnant. On a vu ça à plusieurs reprises, dans des moments de crise, quelles que soient les raisons de crise, que ce soit des crises structurelles économiques ou bien conséquences d'autres variables exogènes comme c'était toujours l'or qui est la devise de refuge, de sécurité, bien sûr. Je pense que oui, parce que quand on parle des grandes économies entre USA et entre le yuan, mais aussi avec l'Europe, parce qu'on a vu que l'Europe n'est pas à l'abri, et même d'autres pays asiatiques. Donc, bien sûr que le dénominateur commun entre tout ça, c'est qu'ils ont des devises étrangères. Donc, la seule devise qui n'est pas en danger directement, c'est l'or. Donc, c'est l'actif, pas plutôt devise. En plus, si les banques centrales comme l'Inde, comme la Chine aussi, s'ils vont continuer à acheter de l'or pour leur banque centrale, c'était la mode en fait ces dernières années. C'était à la mode d'avoir de plus en plus de l'or. Ceci va aussi pousser l'or à avoir un prix encore plus élevé. En tout cas, les anticipations disent que l'or va augmenter d'ici un an à un taux bien élevé. Un nouveau record, oui. Il y a une baisse qui est très momentanée et c'est un genre de redressement qui va mener aussi à la hausse. Merci, docteur Bensoul. Restez quand même avec nous très rapidement, Nil Sassi, parce que j'ai une image à laquelle j'aimerais que vous réagissiez avant la fin de l'émission. Parlons un peu du reste du monde, à commencer par l'Europe. La Commission européenne a annoncé à son tour la suppression des droits de douane réciproques pour 90 jours également. Quelle est aujourd'hui la marge de manœuvre réelle de l'Union européenne face au piège peut-être tendu par Trump? Tout le monde cherche à négocier tout seul dans son coin. Est-ce que le mécanisme d'intégration économique de l'Union européenne n'ont en réalité aucun effet en dehors des frontières de l'UE, tout simplement? Non, je suis désolé d'être radical, d'accord. Ils ont beaucoup d'influence dans leur environnement. Ils ont pu faire fléchir un petit peu l'administration. Mécanisme, je précise, marché européen commun, banque centrale européenne, monnaie centrale commune euro. Je comprends. Ils ont des fonds d'investissement souverains très puissants qui sont présents aux États-Unis. Ils ont de l'influence. Le marché monétaire, ça reste quand même, ça tourne autour. Le dollar est sorti des États-Unis, il ne faut pas l'oublier. Donc il tourne à Londres, il tourne au Mexique. C'est une grande plateforme du dollar, il ne faut pas l'oublier aussi. Il y a beaucoup de lois qui ont un petit peu fait que ça devient ainsi. Les flux financiers sont entre les mains plus ou moins des Européens et on peut aller jusqu'à Hong Kong. D'accord? Donc ils ont des vrais leviers. L'idée après, c'est que peut-être des zones franches en dehors de l'Europe, envers de nouveaux partenaires, ou bien même avec les Américains, c'est ce qui va venir peut-être pour négocier des nouveaux accords commerciaux basés sur quelque chose qui ne va ni impacter la balance des uns ni la balance des autres, un territoire neutre sur lequel ils vont faire peut-être du commerce. Très bien, Idriss Sassi. Messieurs, dames, avant de nous quitter, j'aimerais que vous réagissiez à cette image qui va s'afficher à l'écran. Est-ce que ce serait en quelque sorte la conclusion de cette situation Make America Great Again, qui ne coûterait plus 50% la casquette, mais 50 dollars, mais 77 dollars. Bon, ça vous donnera d'abord. Écoutez, c'est ça l'interconnexion commerciale que nous avons soulignée ce soir. Made in China, je précise, la casquette. Oui, c'est l'interconnexion. C'est pour ça que je pense que la diversification, le fait d'être très attentif à non pas le départ de cette guerre, entre guillemets, économique, mais ce qui nous intéresse à nous, c'est la sortie du tunnel, c'est-à-dire une solution qui soit une solution, comme a dit M. Idir, globale, et qui prenne en considération les avantages comparatifs des uns et des autres pour trouver, disons, une ligne médiane qui va donner satisfaction non seulement au retour de l'or, puisqu'on en parle, au retour des monnaies fortes. Nous, l'Algérie,
Nous sommes un pays qui doit être très attentif à tout ça. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de stabilité économique pour pouvoir engager toutes ces réformes et pouvoir bénéficier de tout ce qui se passe pour attirer des investissements, les IDE, revenir en Algérie et créer de l'emploi. Très bien, Idriss Sassi, est-ce que le grand perdant ne serait autre que le dernier maillon de la chaîne, c'est-à-dire le consommateur final? Exact. Bien sûr. C'est un slogan qui parle à beaucoup d'Américains, attention. Ouais. Donc c'est vrai, c'est quiche un peu, mais c'est vraiment, ça leur parle parce qu'ils ont été laissés pour compte par la mondialisation, ils ont subi, etc. Mais toucher aux bourses, toucher aux retraites des Américains, 50% des retraités américains, c'est la bourse, et c'est du réel chez eux. Ça fera fléchir le porteur de cette casquette. Docteur Mansour, peut-être une réaction à cette image, si elle s'affiche chez vous, Docteur Mansour? Oui, je la vois. Ouais. Rapidement, s'il vous plaît. Trump, il est au courant de ça, donc il n'attend pas une telle caricature ou bien une telle photo pour savoir que les prix vont être élevés. Il est au courant. C'est pour ça que quand j'ai vu le nombre 124% de tarifs, moi j'ai rigolé. Ma première impression, j'ai rigolé. J'ai considéré que ce sont des petits-enfants qui jouent, qui se provoquent. Parce qu'en réalité, c'est absurde d'avoir des taux douaniers de 100%, de 125 et de 150 parce que le peuple américain ne pourra pas supporter, s'acheter, voilà, donc c'est pas abordable ce produit. En même temps, vu que Trump aussi, il a le discours de popularité, il pourrait aussi dire que oui, ça sont 17%, mais au moins, ce sont les Américains qui travaillent, qui vont toucher de l'argent, ils pourront être payés et s'offrir ce chapeau. Alors que si c'était 50% et c'était produit par des Chinois, il y aura toujours des Américains qui ne travaillent pas. Donc ici, il y a aussi deux scénarios et deux discours, on doit savoir. Et les deux discours, il les connaît très bien, Trump. Guérir le mal par le mal, en quelque sorte, c'est la méthode de Trump. Merci, messieurs Idriss Sassi, consultant de l'émission Expert international en finance et en économie. Moussaf Bouderba, expert en commerce international. Dr Layel Mansour, qui était avec nous depuis Kuwait City, docteur en macroéconomie, expert en dollarisation. Remercions également Chalmizan, chroniqueuse, journaliste à la CGTN. Elle était avec nous depuis Pékin. Mesdames et messieurs, l'actualité se poursuit sur Al24 News. Rendez-vous la semaine prochaine. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.